Hervé Anselme, bonjour. Bonjour Philippe. Avec votre épouse Marie-Pascale, vous publiez le guide de survie des jeunes retraités qui suit celui des jeunes grands-parents. Alors vous dites, c'est le sous-titre, c'est maintenant que la vraie vie commence. Alors c'est vrai que beaucoup de ceux qui nous regardent font partie de cette catégorie, des jeunes retraités, des jeunes pré-retraités, puis ceux qui sont un petit peu moins jeunes mais qui ont la chance de vivre en bonne santé et on leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Finalement, ils ont énormément de choses à faire, mais au début, ça peut faire peur, la retraite. Oui, ça peut faire peur, ça s'apparente à cette notion un petit peu de vieillesse qu'on avait abordée dans notre précédent bouquin sur les grands-parents. En fait, c'est un peu le point commun qu'il y a entre les grands-parents et les retraités. Et c'est d'ailleurs souvent des situations qui arrivent au même moment. Quelque part, sur les mêmes, des fois, Ouais. assez souvent. Alors, les grands-parents, finalement, c'est affectif. La retraite, tout le monde l'appelle de ses voeux, ça c'est clair. Mais finalement, vous vous apercevez très bien qu'au moment de basculer dans cette période à inventer, il y a pas mal d'angoisse quand même dans cette situation. Et c'est de ça qu'on a voulu s'amuser avec ma femme, Marie-Pascale, parce qu'on a regardé un petit peu autour de nous comment ça se présentait. Moi-même, j'ai pris ma retraite il n'y a pas très longtemps, donc je me suis un peu regardé, introspecté. Et on a voulu surtout, par rapport à un sujet quand même relativement grave, parce que parfois il y a des retraités qui sont pas très heureux, notamment au début de cette période-là, on a voulu dédramatiser un peu la situation, parce que c'est un bouquin qui n'a pas d'autre ambition que de faire rire, ou au moins on espère sourire. Alors, soyons clairs, c'est pas Shakespeare, c'est pas Proust, mais Oula, peu importe, c'est pas ça le non. but de l'opération. En revanche, il y a beaucoup d'humour, et de deuxième, du troisième, du quatrième, et pourquoi pas du cinquième degré. Alors, il y a des idées reçues, qui ne sont pas toujours faciles à battre en brèche. Il dit, parlant des retraités, ils disent à 18 heures, ça fait longtemps qu'ils ne comprennent plus la jeune génération, ils disent avec un ton un peu condescendant les jeunes, et ils font leurs courses et vont à la poste. Alors ça m'a fait rire, aux heures de pointe, mais pas parce qu'ils avaient autre chose à faire dans la journée, uniquement pour embêter, vous employez d'ailleurs un autre terme, les autres. Alors, c'est des idées reçues et qu'on a dans le dur, j'allais dire. Oui, bon, ça c'est l'aspect un petit peu caricature de nos listes, parce que vous avez vu, ça se présente sous forme d'éléments, des espèces de petits flashs, des images qu'on feuillette, un peu comme l'almanach Vermeau que les anciens ont connu, qu'on feuilletait tous les jours. Ça existe toujours. Hein. Ça existe toujours, mais c'est pas un bouquin qui se lit d'une traite. Ça se prend et ça se reprend. Alors la description que vous venez d'aborder, bon, c'est encore une caricature. Et le retraité d'aujourd'hui ne ressemble pas à ça, bien évidemment, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a 62, 63, 64, 65 ans à peu près, et qu'il a devant lui, grâce à une bonne santé que tout le monde peut revendiquer aujourd'hui, mais les sauf progrès pépins, de la médecine, une meilleure hygiène de vie, une organisation spatio-temporelle, on va dire, qui est quand même plus adaptée à la période d'aujourd'hui, donc ça compte. Bien sûr. Et alors, c'est rigolo parce que au lendemain de la guerre, quand a été institué ce système de retraite par répartition, à 65 ans, grosso modo, le législateur, finalement, il ne prenait pas beaucoup de risques sur les finances publiques parce que au lendemain de la guerre, 65 ans, c'était l'espérance de vie. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. C'est ce qui explique aussi, accessoirement, le problème des caisses de retraite qui ont un petit peu de mal à boucler leur fin de mois, c'est moi ce qu'on puisse dire. Et certains retraités aussi, d'ailleurs. Alors justement, les retraités, finalement, qui rendent service, soyons clairs, et notamment auprès des enfants et des petits-enfants. Alors vous dites, parmi les métiers qu'exercent les retraités aujourd'hui, il y a guide touristique. On en profite pour faire visiter le coin où on habite. Babysitter, ça ne mange pas de pain, et puis ça aide quand même les enfants. Ça n'existait pas trop auparavant. Maintenant, ça existe. Banquier, parce que de temps en temps, on donne un petit coup de main financier. Et puis alors, chauffeur. Alors là, c'est très important, parce qu'il faut aller chercher à la piscine, à la sortie de l'école, les petits-enfants, et ça rend bien service. Exactement. Et il est sûr que je vous disais que le retraité est souvent grand-parent. C'est pas toujours vrai, mais c'est souvent vrai. Et là, il y a une accentuation des tâches qui est très nette. Autant quand il était en activité, il avait la possibilité de trouver des excuses, valables ou pas, pour échapper à toutes ses obligations par rapport aux petits-enfants. On a abordé ça dans notre précédent bouquin. Mais là, aujourd'hui, non. Il doit aider les enfants qui, au moins, sont sur place. Donc oui, ça fait partie d'une nouvelle vie à mettre en place, avec modération aussi, parce qu'il a le droit aussi de dire à un moment donné... Vous dites, c'est un moment dans votre ouvrage, il faut aussi garder son indépendance. Il faut garder son indépendance pour organiser cette vie nouvelle, parce que 20, 25 ans de vie, peut-être plus, c'est tout de même une
belle période, et il faut savoir ce qu'on va en faire. Autant le vivre bien. Autant le vivre bien. Alors, il y a beaucoup de retraités, il y a 30% des retraités qui font du bénévolat, vous savez, donc il y a des gens qui font de l'accompagnement scolaire, par exemple, qui vont aider des gamins à travailler le soir chez eux. Il y a des gens qui participent à des associations, d'ailleurs tant mieux, parce que si les retraités n'étaient pas là, certaines associations auraient beaucoup de mal à... Et la France est la championne du monde des associations. Et oui, il y en a une multitude, et beaucoup de retraités se donnent là-dedans. Et puis ils ont le droit aussi, notamment dans une première période, parce que finalement ça se gère, une retraite, un peu comme une vie professionnelle. C'est long, cette période-là, on peut très bien commencer différemment, changer, etc. Donc on peut très bien décider, par exemple, au lendemain de la retraite, de dire moi je me lève tard, je m'occupe de moi, je fais pas grand-chose. Alors ça, vous l'évoquez, pareil, il y a des quiz, des listes qui sont très drôles, il faut dire les choses comme elles sont, et puis qui correspondent aussi à des réalités qui ne sont pas toujours très faciles. Alors vous dites notamment, vous citez Janine Boissard, qui dit la retraite, c'est le droit officiel de rouiller. Quelque part, c'est joliment dit, mais c'est malheureusement conçu encore par quelques-uns comme ça. Or, voilà, et uniquement comme ça. Alors vous donnez aussi des réponses un peu précises à des questions un peu larges qu'on se pose, parce que c'est vrai que bien souvent, on ne fait pas trop attention à ces questions-là, et le jour où on reçoit un papier de la CARSAT qui vous indique que vous avez droit à telle date à faire valoir vos droits à la retraite, alors là, ça change. Alors par exemple, sur l'âge légal de départ à la retraite, l'âge de départ à taux plein, enfin il y a tout un tas de subtilités, ce sont des avec questions des commentaires qu'on a voulu humoristiques, parce qu'il n'était pas question pour notre petit livre d'en faire un guide pratique, il était surtout question d'en rire, quoi. Voilà, c'est ça. Alors en rire, quoi qu'il y ait parfois des grandes différences, on va entre le secteur privé et le secteur public, bon, ça c'est encore une autre question, on ne va pas faire de politique au cours de cet entretien. Alors quelque chose moi qui m'a beaucoup amusé, parce que j'ai un peu connu ces questions-là, vous dites, alors vous en avez cité 13, mais il y avait peut-être un petit peu plus, les fournitures de bureaux qu'on a vu évoluer et disparaître pour certaines d'entre elles au fil du temps. Alors par exemple, la machine à écrire, ça parle à tout le monde, et je crois qu'un enfant aujourd'hui qui suit cet entretien, il sait ce que c'est qu'une machine à écrire. Le carbone et le papier pelure. Là, je ne suis pas sûr effectivement qu'il sache. Là, c'est un peu différent. Alors c'est ce qu'on utilisait pour une machine à écrire. On mettait le papier, en dessous on mettait un carbone, le papier pelure pour faire des doubles, parfois qui se déchiraient. Enfin, puis on envoyait ça aux différents services, et puis on en classait un dans un classeur suspendu. Voilà. Et on n'était pas obligé d'envoyer un mail à son collègue de travail qui était au bureau d'à côté. On se voyait un peu plus peut-être. Ça, c'est possible. Alors les plannings affichetés, alors ça, c'est vrai que les jeunes ne savent pas trop ce que c'est. C'est un planning métallique, et puis il y avait des petites fiches qu'on mettait. C'est une chose abominable qu'on mettait quand le patron, notamment, on le met dans notre petit bouquin, avait un coup de gueule parce que ça ne fonctionnait pas. Et dans ces cas-là, on trouvait une organisation très précise avec des fiches cartonnées qui étaient censées résoudre le problème, mais ça ne résolvait rien du tout. Et en général, ça restait dans un coin, c'était pas mis à jour. Pas obligatoirement d'ailleurs une bonne ambiance. Alors on va terminer par les cadeaux de départ, parce que c'est vrai que quand on part en retraite, évidemment, tout le monde est très gentil. À ce moment-là, vous êtes le meilleur des meilleurs, et on décide de vous faire un cadeau. Alors il y a des cadeaux. En plus, c'est amusant parce que vous donnez les prix et vous dites où on peut se les procurer. Ah oui, mais il y a de la documentation. Hein. Je vois ça. Alors le t-shirt retraité et fier de l'être, 13,99 € sur Amazon. Sticker relax, je suis à la retraite. Voilà. Rouleau de papier WC imprimé. Je ne savais pas que ça existait. Ça, retraite, on n'est pas encore au bout du rouleau, mais plutôt à la fin des emmerdes. Donc il y a un peu de poésie quand même. Enfin bon, voilà. Et puis alors là, celui que je préfère, c'est le casque anti-soif avec 2 supports à canettes et 2 pailles intégrées imprimées. Vive la retraite, je me la coule douce. Et vous avez vu, le point commun entre tous ces cadeaux, c'est qu'ils sont d'excellent goût. Hein. Ah mais complètement, donc ça c'est bien. Alors, pour conclure, sans faire de grands discours sociologiques, vous qui êtes au cœur de l'action, puisque vous êtes en retraite, vous avez l'air en pleine forme, vous vous êtes fait plaisir à écrire ce livre, et je suis persuadé d'ailleurs qu'il va être utile à pas mal de gens qui sont concernés par la pré-retraite ou la retraite. Est-ce que vous êtes heureux finalement d'être en retraite ? Oui, je suis heureux. J'ai eu une vie professionnelle comme beaucoup qui a connu quelques périodes d'agitation. Donc, on est content à un moment donné, si vous voulez, de respirer, de se dire, bon, bah voilà, comme on met dans notre livre, on va travailler, on va gagner de l'argent sans rien faire, presque. Hein. C'est ça la retraite en fait, c'est gagner de l'argent sans rien faire. Oui, enfin, si quelque part vous avez gagné ce droit pendant de longues années de travail. On peut dire qu'on l'a mérité, voilà, globalement. Mais maintenant qu'on a écrit nos 2 petits bouquins, je me suis mis à d'autres activités. Je pense qu'il va falloir que je trouve maintenant d'autres occupations. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut se remettre en cause tout le temps.
je sens qu'aujourd'hui, il va falloir que je me consacre peut-être au bénévolat, comme je le disais, peut-être faire de la conciliation juridique. Voilà, j'ai pensé à ça parce que ça me plairait bien éventuellement peut-être de devenir conciliateur. C'est un métier qui existe, enfin un métier, une occupation. Ça désengorge les tribunaux. Très profitable, tout à fait. Voilà par exemple des choses auxquelles je pense. Et je crois qu'il faut construire sa retraite. Alors on n'est pas pressé, hein, mais il faut la construire un petit peu comme on construit une carrière professionnelle. Donc s'y prendre un petit peu à l'avance, c'est le conseil que vous pouvez donner. S'y prendre en avance. Pas arriver au dernier moment, et puis, trop tard globalement, quand vous prenez votre retraite, je dirais que, et ça on en avait discuté avec beaucoup de copains, préparer sa retraite, c'est aussi, pendant sa vie professionnelle, ne pas être totalement dépendant de son entreprise, entretenir des liens sociaux ailleurs que dans son entreprise, et dans ces cas-là, tout naturellement, quand vous n'êtes plus en activité, eh bien, vous trouvez vos occupations que vous aviez eues déjà le soir ou pendant le week-end, pendant votre activité professionnelle, et vous voyez des gens, et vous en voyez de nouveaux, qui ne sont pas liés directement à votre entreprise. Vous avez toujours le droit, bien sûr, d'entretenir de bons rapports avec vos anciens collègues, mais je crois que c'est la meilleure façon de préparer la retraite, c'est finalement de ne pas mettre ses liens sociaux et ses activités dans l'entreprise qui vous emploie. Écoutez, merci pour ces précieux conseils, Hervé Anceaume. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage. Je ne dirais pas qu'il est de salubrité publique, mais qui peut rendre de grands services aux gens concernés, parce que finalement, la retraite, ça vient vite. Parfois, on n'y fait pas très attention. Et on est au pied du mur. Donc, vous avez écrit avec votre épouse Marie-Pascale, Guide de survie des jeunes retraités, avec ce sous-titre, je ne dirais pas qui dit tout, mais enfin, finalement, qui résume bien le contenu du livre. C'est maintenant que la vraie vie commence. Merci beaucoup. Merci Philippe.